Il était presque impossible d'imaginer. Un objet massif voyageant à la vitesse de la lumière était en route vers notre planète. Cet objet venait de Stephenson 2 à 18, l'étoile la plus grande connue de l'humanité. Une étoile tellement massive que notre Soleil pourrait y tenir 10 millions de fois. L'énormité de cette étoile laissait les scientifiques et les gouvernements tremblants, pleinement conscients que ce phénomène, à la fois impressionnant et terrifiant, échappait à leur compréhension. L'objet, quoi qu'il fût, se dirigeait directement vers la Terre. Et à mesure qu'il se rapprochait, nous commencions à réaliser que si c'était un vaisseau spatial, un vaisseau extraterrestre, alors ses occupants devaient être aussi colossaux que l'étoile d'où ils venaient. Ils seraient probablement aussi grands que le mont Everest, voire plus. Ces êtres seraient tellement puissants que la destruction de notre planète pourrait être accomplie d'un simple geste, d'une simple pensée. Nos technologies les plus avancées, nos avions et nos missiles, ne seraient que des jouets à leurs yeux, aussi impuissants que des moustiques face à une tempête. Il semblait qu'il n'y avait aucun sens à combattre. Que pourrions-nous bien faire? Nos grandes forces militaires, nos machines magnifiques, seraient aussi insignifiantes qu'un coup de main pour un moustique. Et c'est dans cette réalisation que l'humanité fut forcée de faire face à une vérité terrifiante. Nous étions comme des insectes. Nous nous étions longtemps considérés comme les maîtres de la Terre, comme l'espèce suprême. Mais maintenant, en regardant cet objet, nous comprenions que nous n'étions pas supérieurs du tout. Nous n'étions pas différents des fourmis et des insectes que nous avions tués sans réfléchir tout au long de l'histoire. Nous étions vulnérables et petits face à une force bien au-delà de notre compréhension. Mais ce n'était pas seulement notre vulnérabilité qui nous frappait en ce moment de prise de conscience cosmique. Nous commencions à réfléchir aux formes de vie que nous avions détruites sans souci, aux innombrables insectes et animaux que nous avions exterminés sans la moindre hésitation. Ces créatures avaient vécu, évolué et survécu pendant des millions, certains pendant des milliards, d'années. Le cycle de la vie sur Terre s'était poursuivi sans interruption, et chaque espèce était un témoignage vivant de la force d'une chaîne ininterrompue qui remontait jusqu'au tout début de la vie sur cette planète. Dans notre arrogance, nous avions pris la vie pour acquise, l'écrasant sous nos pieds, l'exterminant sans comprendre la sacralité de son existence. Mais maintenant, face à ce visiteur massif, nous réalisions quelque chose de profondément perturbant. En prenant une vie, qu'il s'agisse de celle d'un insecte, d'un animal, ou de tout autre organisme vivant, nous commettions un acte de destruction impardonnable. Nous rompions un fil dans la longue ligne ininterrompue de la vie qui avait commencé avec les premiers organismes unicellulaires apparus sur Terre il y a des milliards d'années. Chaque organisme ayant vécu, de la plus petite fourmi à la plus grande baleine, faisait partie de cette chaîne. Chaque vie avait contribué à la grande tapisserie de l'existence, une histoire écrite dans les cellules de chaque créature ayant jamais marché, ramé, nagé ou volé sur cette planète. Détruire un seul organisme, peu importe sa taille, c'était rompre ce fil, effacer une partie de l'histoire de la vie elle-même. En tuant, nous ne faisions pas qu'interrompre l'existence d'un individu, nous effacions le potentiel d'une lignée entière qui avait lutté, survécu et évolué au fil des millénaires. Nous dénouions une pièce de la fondation même sur laquelle reposait la biosphère de notre planète. C'était une prise de conscience qui nous frappa tous en même temps. Combien de créatures avions-nous détruites avec indifférence à travers l'histoire? Combien de fourmis? Combien d'insectes? Combien d'animaux avions-nous tués sans réfléchir, sans envisager que chacune de ces vies était l'aboutissement de milliards d'années de lutte évolutive? Chaque vie, qu'il s'agisse d'un petit insecte ou d'un majestueux éléphant, faisait partie de cette lignée, et chaque vie était une histoire que nous n'avions pas le droit d'effacer. À mesure que l'objet extraterrestre se rapprochait, nous commencions à ressentir un étrange sentiment d'insignifiance. Nous étions là, sur le point d'être anéantis par des êtres dont l'échelle et la puissance étaient inimaginables. Mais en cet instant de terreur cosmique, nous réalisions que nos actions aussi avaient des conséquences qui se répercutaient à travers le temps. Nous avions été comme des enfants jouant avec le feu, inconscients du potentiel du feu à brûler toute la maison. Et maintenant, peut-être, la maison était en feu. Et puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu de répondre par le chaos ou l'hystérie, le monde semblait sombrer dans un silence profond. Il n'y avait pas de panique, pas de révolte. Les gens n'agissaient pas dans la désespoir, ni ne s'accrochaient à de faux espoirs. Peut-être qu'en ce moment-là, l'humanité avait commencé à comprendre la gravité de son existence. Nous n'étions pas les maîtres de cette terre. Nous n'étions qu'une espèce parmi tant d'autres, tout interconnectées. Nous étions les insectes maintenant, et cette pensée était humiliante. L'objet ralentit à mesure qu'il approchait de notre planète. Sa forme colossale se dressait dans les cieux, projetant une ombre sur la Terre qui rendait nos villes et nos nations minuscules, fragiles et sans importance. Et tandis qu'il planait là, les êtres à bord, leurs intentions toujours inconnues, nous observaient. Pendant des jours, ils nous étudièrent, nous observant avec une intensité qui nous faisait sentir comme si nous étions sous un microscope. Nous pouvions seulement nous demander ce qu'ils voyaient. Nous voyaient-ils comme nous avions vu les insectes et les animaux sous nos pieds? Nous considéraient-ils comme jetables? Ou étaient-ils venus nous enseigner une leçon sur la sacralité de la vie, sur l'interconnexion de toutes les choses vivantes? Puis, aussi soudainement qu'il était arrivé,
le vaisseau massif commença à repartir. Il disparut dans les profondeurs de l'espace, laissant la Terre dans un silence stupéfait. Le monde avait été épargné, mais à quel prix? Nous avions eu la chance de réfléchir, de comprendre notre place dans le grand schéma de l'existence. Mais changerions-nous? Reconnaîtrions-nous les conséquences de nos actions, la destruction que nous avions causée à la délicate toile de la vie qui nous soutenait? Ou retournerions-nous à nos anciennes habitudes, prenant à nouveau pour acquis les vies des créatures qui partageaient notre planète? Les mois passèrent, et l'humanité restait en admiration. Les visiteurs extraterrestres nous avaient montré la fragilité de notre existence, mais la véritable leçon résidait dans notre réflexion sur les vies que nous avions prises. Chaque organisme que nous avions tué, les fourmis, les insectes, les animaux, faisait partie d'une lignée ancienne, une lignée qui remontait au début de la vie elle-même. Prendre une vie n'était pas seulement mettre fin à l'existence d'un individu, c'était effacer un maillon d'une chaîne qui avait survécu pendant des milliards d'années. Ainsi, nous nous demandions, nous souviendrions-nous de la leçon apprise? Reconnaîtrions-nous l'interconnexion profonde de toute vie? Ou oublierions-nous encore une fois, et continuerions-nous à détruire la fondation même sur laquelle reposait notre monde? Finalement, le visiteur de Stephenson 2 à 18 ne nous avait pas anéantis. Mais il nous avait laissé avec une compréhension plus profonde de la vie, de sa fragilité et de la grande responsabilité que nous portons dans nos mains. La question maintenant était de savoir si nous serions assez sages pour changer, pour respecter chaque forme de vie, aussi petite ou apparemment insignifiante soit-elle, comme faisant partie de la grande histoire de la Terre. Car dans l'immensité du cosmos, nous ne sommes que de petits-fils dans la grande tapisserie de l'existence.